auditeurs et chères auditrices de la robe numérique. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler cybersécurité. Une fois n'est pas coutume, et on va rappeler quelques chiffres afin de replacer le contexte. Le coût moyen d'une violation de données pour une PME est d'environ 130 000 euros. Autre chiffre, 41% des PME ne parviennent pas à récupérer leurs données après une violation et 94% des malwares sont distribués par le biais de courrier électronique. Il ne faut pas non plus oublier qu'un tiers des entreprises ayant versé une rançon ont été confrontées à une nouvelle attaque, donc comme une surinfection, une surattaque. Et enfin, on recense 330 000 attaques réussies contre des PME au cours de l'année 2023. Mais il n'y a pas que les PME. Les entreprises, mais également les collectivités territoriales et les établissements de santé sont des cibles privilégiées pour les attaquants pour principalement, je dirais, deux raisons. La première, c'est la nature des données, qui sont des données de santé, qui sont des données particulièrement intéressantes, qui sont de grande qualité pour les attaquants. Et puis parce que souvent, les PME, également les établissements de santé ou les collectivités territoriales, ont parfois une infrastructure dont la sécurité est relativement plus faible que le niveau général. Et ce constat que je vous partage, mon invitée Anne Doré l'a également réalisé et elle a fondé Adel, un cabinet de conseil et un organisme de formation dédié à la cyber pour les dirigeants, afin que ces dirigeants et leurs collaborateurs et les collaborateurs arrivent à maîtriser le risque cyber, à renforcer leur cyber-résilience, donc on va parler de gestion de crise, et à développer une culture de la cybersécurité au sein de leurs équipes. Anne, bonjour et bienvenue au micro de la robe numérique. Merci, bonjour Nana, merci de m'accueillir. Alors, on se rencontre régulièrement au sein de salons, séminaires et conférences. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix d'un cabinet dédié à la cyber et à l'accompagnement, je dirais, principalement, mais pas que, des dirigeants, avec cette idée, cette démarche d'amélioration continue de la culture cyber. Et puis, peux-tu aussi nous présenter en quelques mots ton parcours que je sais déjà bien costaud? Alors, en fait, je pense que l'idée de fonder Adel vient justement, c'est la résultante de mon parcours. Donc, j'ai fait 12 ans dans un cabinet de conseil, Big Four. Après, j'ai rejoint IBM où j'ai passé aussi une douzaine d'années sur la partie conseil. Et là, les premières missions, c'était des missions de gouvernance de la donnée. Donc c'était intéressant, il y avait déjà cette transversalité, cette expertise autour de la gestion et du coup, ipso facto, de la protection de la donnée. Après, je suis passée responsable grand compte stratégique. Et comme j'aime bien l'international, je m'occupais d'entités qui étaient avec des entités à l'étranger. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner le CISO d'un de mes clients qui, lors d'un événement IBM à New York, qui était organisé par Ginny Rometty, notre PDG de l'époque, et qui était dédié à la cybersécurité. Et ce qui m'a impressionné, donc je parle de ça il y a à peu près 7 ans maintenant, ce qui m'a impressionné à l'époque, c'est que sur les tables rondes, donc c'était que des profils seniors, puisque la personne qui hébergeait, c'était la PDG d'IBM Monde, ipso facto, les personnes qu'elle avait conviées étaient des profils assez lourds. Et en fait, sur les tables rondes, il n'y avait que des responsables métiers, que des COMEX de grands groupes, dont le responsable du groupe de la production du groupe Toyota, des directeurs financiers. Et il n'y avait pas de responsable technique, il n'y avait pas de responsable informatique. Et pourtant, tous ces gens-là, comme c'était un événement dédié à la cybersécurité, parlaient du risque, de l'importance de la cybersécurité, de la cyber-résilience pour eux. Et en fait, je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, waouh, parce que c'était un sujet métier dont l'élément déclencheur est technologique, donc informatique, mais en fait, c'est un sujet de COMEX, c'est un sujet qui est transversal. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai fait du conseil, j'ai l'habitude de parler au COMEX, je comprends bien les enjeux technologiques. Donc, en fait, la cybersécurité, quelque part, c'est fait pour moi parce que ça fait converger l'ensemble des compétences que j'avais développées et mises en œuvre autour de mon expérience passée. Donc, ceci explique cela. Alors, du coup, justement... on le voit d'ailleurs dans les réglementations, il y a une évolution des attentes de prise en compte de la cybersécurité à l'échelle direction, donc COMEX ou non, c'est-à-dire qu'on ait un comité exécutif ou que ce soit uniquement un président, son DG, ou qu'il y ait juste un président ou une présidente d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a quand même un frein, on le voit, la question elle a du mal à remonter, et la réglementation notamment NIS 2
exige même une implication et un arbitrage par le comité de direction des solutions et des outils cyber à mettre en œuvre. Donc il va falloir que le RSSI, la DSI plus largement et le COMEX arrivent à se parler sur ça et que la direction arbitre. Comment tu accompagnes justement ces dirigeants à prendre en compte cette mesure? Parce que dans les grands groupes, je ne suis pas étonnée qu'ils aient maîtrisé l'enjeu. Dans les PME, on le sait, dans les collectivités territoriales aussi, c'est plus compliqué à appréhender pour plein de raisons et parfois culturelles d'entreprise ou sectorielles. Comment du coup tu accompagnes les dirigeants à se positionner sur cette question? Il faut qu'ils soient motivés déjà pour venir faire une formation cyber. Alors oui, il faut qu'ils soient motivés, mais ce qui est déjà paradoxal, le constat est paradoxal, parce qu'en fait, ils gèrent tous les risques déjà. Donc ils gèrent le risque financier, ils sont appropriés, même les profils, même les DG dans les PME, TI, qui ont des profils plus techniques, ils se sont appropriés le risque financier, ils se sont appropriés les enjeux des RSE, les enjeux de vente et commerciaux, etc. Et c'est en fait ce sujet de cybersécurité, ça reste un état de... ils ne se sont pas du tout appropriés parce qu'ils ne le comprennent pas. Et souvent, en fait, on en fait un sujet purement technique. Et donc, en fait, pour eux, cybersécurité, égale informatique. Et donc, jusqu'alors, ils ne se sont jamais occupés de la mise en place du réseau ou de l'imprimante. Et donc, ça, ils délèguent systématiquement. Oui, alors, je caricature aussi, oui, évidemment. Après, ce n'est pas vu comme un sujet stratégique. En tout cas, c'est vu comme un sujet essentiel, mais ça n'est pas vu avec cette vision de la stratégie, avec une action à donner, un élan à porter, un sponsoring fort en fait. Il y a ça, mais aussi, surtout aussi parce qu'il faut leur expliquer. En fait, il faut leur expliquer en termes justement quel est l'impact sur leur chiffre d'affaires, quel est l'impact. Et quand tu dis un dirigeant, en fait, ça peut générer un arrêt de votre production, un arrêt de votre entreprise pendant 3 jours, 5 mois ou même un plus. Là, il va tout de suite voir l'impact. Mais quand il voit l'impact, après, il va se trouver confronté à comment je gère. Et c'est comment je m'approprie ce sujet qui est nouveau, que je ne maîtrise pas. Là, il va se retourner vers son informatique qui va avoir une approche souvent très technique. Et du coup, en fait, il y a l'incompréhension entre cet enjeu qui impacte directement l'entreprise et sa survie dans certains cas, et ce sujet qui est souvent porté par les DSI, surtout dans les plus petites structures, comme un sujet purement technique. Moi, j'ai vu des dirigeants me dire « Anne, est-ce que tu crois qu'on a telle application? Est-ce que tu crois que ça suffit? Est-ce que c'est une bonne application ?» Et je lui dis, mais même si c'est la meilleure application du monde, c'est pas une application qui va faire que la solution, l'entreprise va être cyber résiliente ou pas. Mais donc ça montre bien, et ça montre bien l'ampleur de l'éducation et de la sensibilisation qu'il faut faire aussi bien au niveau des dirigeants, mais aussi faire en sorte que les gens qui portent le sujet cyber en portent autrement que le sujet technique. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, parce qu'il y a aussi demandé à la tech de vulgariser, de se mettre à un autre niveau dans la présentation des outils, parler des effets plutôt que la méthode, parler de la stratégie et expliquer comment ça couvre un certain nombre de risques. Oui, c'est ça. Et alors déjà, c'est souvent pas natif. Et puis en fait, et à la défausse des profils techniques, la cyber-résilience, c'est pas que de la technologie. C'est l'organisation de gestion de crise, c'est la sensibilisation, la formation de l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils ne cliquent pas sur n'importe quel mail de phishing, etc., etc. C'est un plan de continuité d'activité et c'est évidemment des briques technologiques qui sont structurées. C'est des briques au service d'une organisation qui est pensée, comprise dans ses besoins et pas un outil qui va être une baguette magique pour expliquer que ça y est, on est protégé. Voilà. Pas de bouclier. Et ipso facto, comme la technologie, elle reste sur son domaine de compétence et sur son pilier de responsabilité qu'est la technologie, même aussi brillants soient les profils techniques en termes... en fait, ils ne pourront pas construire une cyber-résilience parce qu'il leur manque les 3 autres éléments. Et les 3 autres éléments, dans une structure, quelle que soit la taille, ça dépend du comité de direction,
du COMEX, pardon, ou du DG. Et parce que c'est juste pas dans leur domaine de compétences et ils n'ont pas cette transversalité. C'est là où, en fait... Et on les a pas non plus éduqués. Enfin, quand je discute avec des universitaires ou même dans des écoles d'ingé, c'est assez nouveau qu'on éduque aussi à une présentation, à savoir faire une restitution, expliquer que ce n'est pas qu'un outil et prendre aussi de la hauteur sur la portée de l'outil, la portée des développements, ce que l'on attend, c'est-à-dire inscrire la cybersécurité dans une démarche plus complète. C'est assez nouveau de demander aussi aux étudiants d'être capables de faire cette... En fait, je dirais que c'est même plus profond que ça. J'enseigne à l'ESCP, j'ai construit sur un module de 15 heures pour des Masters 2, qui sont des masters en stratégie, organisation et conseil. Donc ce sont des étudiants qui, en général, ont une deuxième... comment dirais-je, qui ont déjà un diplôme, un bac plus 5, et qui viennent faire un master de spécialisation. Et je crois que c'est cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus, donc sur ces 15 heures de cours, au bout d'une heure et demie, il y a une jeune femme qui vient me voir à la pause et qui me dit « Madame, je sors d'une école d'ingénieur, on m'a proposé d'aller travailler dans la cybersécurité, j'ai refusé, parce que mais en vous écoutant, j'ai compris que je ne savais pas compris ce que c'était que la cybersécurité. » Elle voyait ça uniquement sur un sujet purement technique. Et en fait, on ne leur avait pas présenté cette transversalité et l'enjeu, ce que représente la cybersécurité pour une entreprise. Et du coup, je me suis dit, ça m'a un peu, comment dirais-je, impacté. Enfin, j'ai trouvé ça... saisissant. Saisissant, c'est exactement le mot, parce que je me dis, mais moi, j'en suis 1h30 de cours. Donc, on en est vraiment aux principes très généraux. Et je me suis dit, mais en fait, ces principes très généraux qui sont fondamentaux et qui sont basiques, on devrait les partager avec tout le monde. Et je m'aperçois qu'en fait, quand on le fait, quand je l'ai fait avec des équipes RH, je le fais avec des dirigeants, etc., en mots simples et en mots compréhensibles de tous, et là, ils comprennent. Et là, ils se disent « Ah !» Et après, ils me disent « Bon, alors maintenant, on fait comment, Anne ?» Mais en fait, il faut leur expliquer. Et je pense que parfois, il faut aussi l'expliquer. Il faudrait aussi l'expliquer au profil technique, en leur disant « Certes, vous avez un sujet que vous maîtrisez, dans lequel vous excellez, mais voilà... » Ils ont aussi la responsabilité de faire en sorte que ce qu'ils produisent soit compris. Il y a deux enjeux. Pour moi, il y a quand même ça. Je veux dire, si on produit des choses... Mais on a la même chose avec les avocats. Combien de fois on m'a dit que les avocats jargonnaient, et c'est souvent vrai. Tous les experts, la médecine... Exactement, et tous les experts, en fait. Et donc, en faisant ça, on crée une distance avec notre interlocuteur, avec la personne qui... Pourtant, on essaye d'embarquer dans notre sujet, et on a l'effet exact inverse. Et je pense qu'au niveau des RSSI, des DSI, même dans les projets plus larges que la cyber, mais également les projets data, etc., il y a vraiment cette distance, alors qu'en réalité, il faudra vraiment qu'on essaye de faire en sorte que ça se rapproche pour que les enjeux soient compris, les méthodologies soient compris, les impacts soient compris, et soient compris de l'orga gouvernance, mais aussi au niveau métier, quoi. Alors, oui, je suis d'accord. C'est les experts parlent aux experts et on se rassure entre nous. Donc ça, c'est pire, en fait. Évidemment, on ne peut pas... Et on reste comme ça, on va se clore, c'est sympa. On reste, on va se clore, mais comme ça, on est sûr de... chacun reste sur son précaré, mais d'un côté, les dirigeants, ils pourraient faire la même chose, hein, mais c'est dans l'intérêt de personne. Donc ça, il y a un effort justement de trouver une terminologie commune et puis d'avoir un langage illustré, hein. Ça, c'est un premier point. Je veux dire, un médecin qui veut se faire comprendre, il peut être compréhensible, mais s'il a décidé que son patient ne le comprendrait pas, et en 3 mots clés, il l'a perdu. Donc, et donc, je pense qu'un expert cyber peut faire exactement la même chose avec son management ou avec ses collègues, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement important pour moi, c'est que la cybersécurité n'a en aucun cas une finalité. C'est-à-dire que la personne qui fait la cybersécurité dans son coin, entre guillemets, elle peut éventuellement le faire pour des principes d'hygiène de base, parce qu'il y a des principes d'hygiène de base qu'il faut mettre en œuvre. Mais même dans les principes d'hygiène de base, quand je vais les mettre en œuvre, qu'est-ce que je protège en premier lieu, quoi ? Est-ce que c'est l'outil pour la gestion des notes de frais ou est-ce que c'est l'application cœur métier ? Alors évidemment, j'ai pris un exemple qui est facile et clivant. Mais en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la cybersécurité
sans avoir discuté de ça avec, quand c'est une PME, avec son DG, en disant mais qu'est-ce que je dois protéger en premier lieu, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vital pour l'entreprise. Mais du coup, ça implique que l'entreprise que l'organisation au sens large se soit quand même posé la question. Parce qu'aujourd'hui, je vois même des plans d'action où il y a écrit protéger, faire des sauvegardes des données essentielles. Ah oui, lesquelles sont-elles ? Oui, alors et aujourd'hui, c'est un vrai atelier, c'est un vrai groupe de travail qui se pose la question de quelles sont mes applications essentielles, quelles sont mes données sans lesquelles je peux pas repartir. Et c'est pas tout, en effet. Là, ça amène un autre vrai sujet. C'est que une de mes convictions, c'est qu'il n'y a pas de cybersécurité sans gouvernance de la donnée. Ce qui est alors là un chantier titanesque. Donc je pense qu'il faut poser les limites parce que j'ai rarement vu le chantier posé et le chantier bien posé parce que en fait la gouvernance de la donnée et la cybersécurité ce sont deux sujets transversales. Donc il faudrait casser les BU pour que ça soit les départements, les entités, les précarés, donc dans les grands groupes donc c'est compliqué. Mais je pense que si on revient à l'échelle d'une ETI PME, c'est déjà un peu plus simple parce que ils vont souvent se regrouper par application. Il faut s'être posé la question. Mais il faut s'être posé la question. Il faut faire l'exercice de se poser la question. En fait, sur les ETI, aux collectivités territoriales, là c'est un peu plus compliqué, mais PME c'est souvent une application regroupée dans une application et puis on peut faire ça entre guillemets grande masse en disant note de frais c'est pas très important, tout ce qui est planification des formations, il y a des données personnelles, il faut protéger, mais si je peux vivre de 100. Ouais. Par contre, ma gestion des stocks et ma gestion de facture, mon outil de facturation et de recouvrement des factures, là, c'est critique. Donc, ils peuvent y aller par grande fonction. En disant ça c'est... Oui, après il y a une méthodologie, mais, voilà, c'est ça. Mais c'est une question que souvent on s'aperçoit, ils ne se sont pas encore posés. Alors qu'on nous bassine, et on les bassine. Mais en fait, avec la sauvegarde, quoi. Alors, non seulement ils ne se sont pas posé la question, mais ce qui est surprenant, moi je l'ai vu en posant la question à des dirigeants, c'est que la première réaction, c'est souvent de dire « mais moi, je n'ai pas forcément de données sensibles ». Ça m'est même arrivé avec des TPE de dire « mais je n'ai pas de données sensibles », etc. Et en discutant de façon, je dirais, à la pause café, ils prennent le temps, parce que c'est un groupe de dirigeants, ils prennent le temps de m'expliquer plus en détail leur métier. Et là, on me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les clients, vous avez des clients hypersensibles, des clients étatiques, des clients... Je dis, mais ok, votre activité, elle est... je ne la donnerai pas, mais elle est basique de chez basique. Personne ne penserait que vous êtes éligible à avoir des données critiques. Et pourtant, parce que de par la nature de vos clients. Et donc, en fait, comme les gens ne comprennent pas les attaquants, ils ne comprennent pas la valeur de la donnée qu'ils ont. Oui, c'est au sein de l'écosystème. L'information. Exactement. En fait, c'est dans un écosystème qu'il faut se poser la question. En fait, il faut la première des choses à se poser quand on est dirigeant, surtout TPE, PME, mais aussi TU, c'est quelle est la donnée qui a de la valeur pour un tiers, à qui profite le crime. Qu'est-ce qui viendrait chercher chez moi ? Qu'est-ce qui viendrait chercher chez moi ? Qu'est-ce qui a de la valeur ? Alors, quand vous êtes une plus petite organisation, que vous travaillez avec un groupe du CAC 40, il vous a donné un cahier des charges déjà pour structurer votre cybersécurité, etc. Vous pouvez, quand vous travaillez avec certains pays ou certaines nationalités, la cybersécurité, elle fait partie du cahier des charges pour travailler avec ces entreprises. Mais quand vous travaillez pas quand vous n'êtes pas contraint par vos clients, aux fournisseurs à avoir, enfin plutôt clients, à avoir cette sécurité des bonnes pratiques, et vous prenez pas conscience. Vous ne prenez pas conscience à la fois du risque et surtout de la valeur de l'information qui est en votre possession. Aujourd'hui, tu dirais qu'il y a des compétences clés chez les RSSI et les managers sur les questions cybersécurité. Tu verrais, toi, des compétences clés à développer même, tu vois, je pense notamment à des soft skills, parce qu'on a du mal à... Enfin, on en voit un peu partout, mais je trouve qu'on ne les met pas assez en valeur aussi sur les métiers de la cyber, qui ne sont vraiment pas que des métiers techniques. Alors, déjà, le RSSI, oui, il faut qu'il ait des qualités, mais je pense que déjà, la cybersécurité, elle ne reporte pas, je disais en préambule, mais elle repose pas
sur une seule personne. Donc le RSSI, oui, il peut avoir les épaules larges, mais enfin, à un moment donné, on ne peut pas tout lui faire porter sur ses pauvres épaules, parce que ça ne serait pas juste, et parce qu'encore une fois, il n'a pas tout dans son périmètre ni de compétences, ni d'action au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense que la cybersécurité, mais je pense que c'est vrai pour de plus en plus de métiers, il faut rester très agile, apprendre en permanence. Et donc, cette capacité à se remettre en cause, à apprendre et à ouvrir l'ensemble des chakras et être en formation continue au fil de l'eau, je pense que c'est clé en cybersécurité, mais c'est clé dans l'IA, c'est clé... Enfin, j'entendais qu'il y a 30% des métiers de 2030 qu'on ne connaît pas encore. 2030, c'est après-demain. Et la cybersécurité va évoluer. Enfin... Il y a le quantique, il y a... Aussi parce que les attaques évoluent. Donc, il y a l'IA qui arrive, il y a le quantique qui est là. Enfin, on ne peut pas dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'état de l'art. Aussi bon soit-il, dans quelques mois, quelques années, ça sera obsolète. Donc, il faut évoluer en permanence. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les collectivités territoriales ou sur les ETI, PME, ce qui est important, c'est de aussi répartir cette compétence cyber sur l'ensemble sur un certain nombre de personnes. Moi, je dis toujours que, par exemple, la compétence gestion de crise, elle ne doit pas être forcément portée par le RSSI ou le directeur informatique. Dans une TPE, PME, elle peut être portée par le directeur financier, par le responsable qualité. Ça dépend. Enfin, il n'y a pas de règle. Il faut déjà trouver la personne qui a l'appétence à vouloir le faire, qui a la volonté de le faire. Et après, cette personne, on l'a fait monter en compétences. Mais travailler sur une organisation de gestion de crise, vous n'avez pas besoin d'être technique pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être un expert cybersécurité. La gestion de crise, c'est de l'organisation, c'est de la préparation, c'est de la répétition. C'est du sang-froid. C'est du sang-froid. Et donc voilà. Donc il faut répartir cette compétence cyber sur l'ensemble des collaborateurs de façon ad hoc, donc de façon pertinente, en fonction de la volonté des uns des autres, des profils, et puis de l'appétence à apprendre et à faire des formations. On arrive à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui ? Oula, c'est une question... je dirais peut-être... non, c'est pas une fatalité. Non, la cybersécurité n'a pas une fatalité. Il faut se l'approprier. Et il faut d'autant plus se l'approprier que maintenant, elle est structurelle. C'est un élément qui est structurel à l'entreprise, structurel à la mise en œuvre et à la réalisation, à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, moi, je préfère finir sur quelque chose de positif en disant... Justement, à quoi tu as envie de dire oui ? Oui, c'est possible. Et oui, c'est gérable. Ok. Donc, non, c'est pas une fatalité et oui, c'est possible. Exactement. Donc, allez-y, quoi. Exactement. Écoute, merci beaucoup d'être venu au micro de la Robe Numérique. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis, n'hésite pas, on partagera sur tous nos réseaux les moyens de te contacter et de découvrir Adèle encore plus en détail avec ton site internet, tes pages réseaux sociaux également. Merci beaucoup et merci de ton accueil. Et avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, merci. Merci, au revoir.